Du coup, Lightning, pour toi, c'est pas forcément l'innovation. Non, je dis pas qu'il faut quitter Lightning. Juste, regardons ailleurs ce qui se passe. Peut-être qu'au final, on va dire qu'on l'a tellement scalé qu'on n'a plus besoin de blockchain. Permettre de créer des wallets en utilisant le meilleur du monde Web 2, tout en restant complètement décentralisé. On peut tous dire que Lightning c'est la solution. Je ne dirais pas ça. Voilà. Trésor, c'est un trésor pour le péter pour quelqu'un qui est pas trop spécialisé. Je vais dire que c'est une quinzaine de minutes. Donc c'est bien, mais c'est pas assez. Et donc on a toujours besoin d'avoir un ledger sur soi. Nicolas Baca, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Crypto. Salut, je suis très content de revenir, pour des jeux de questions différentes, et même si t'as l'air complètement grippé, au moins je vais essayer de rien attraper aujourd'hui, et on va voir comment ça se passe. Mais c'est pour ça qu'on a fait une poutine, tu vois, on a fait une grande table. C'est la sécurité. Ouais, c'est ça. On va commencer, parce qu'il y a récemment avec Guillaume on a été un peu taquin, on a expliqué comment le G7, l'OCDE ou le WEF, j'en sais rien, pouvaient s'approprier Bitcoin. Alors j'ai pas regardé malheureusement. Pas grave, et du coup aujourd'hui on va expliquer comment Lightning, on va casser les rêves sur Lightning Network. Ah mince. En disant que c'est un super outil bien évidemment, mais que c'est pas parfait, qu'il y a encore des défis, et on va voir dans quel cadre, de quoi on parle exactement Alors redis-nous un peu ce que c'est Lightning Network sur le principe, et après on attaquera justement sur le côté sécurité, fiabilité, qu'est-ce que ça donne quoi. Voilà. Alors moi je suis pas du tout un expert de Lightning, donc déjà je vais donner mon avis sur Lightning d'un point de vue haut niveau, de la façon dont je le vois. Lightning ça va être un moyen pour les bitcoiners qui ont envie de payer moins de fees, de dire ok on va se créer des channels entre nous, et sur ces channels on va être capable d'échanger de la valeur. Alors, à partir de là, l'idée, c'est de limiter le nombre de transactions qu'on fait en ligne. Donc là-dessus, on peut avoir plein de débats. On peut dire, oui, mais du coup, les mineurs, est-ce que ça leur fait moins de transactions? Qu'est-ce qui va se passer? Sur on-chain, sur la chaîne principale. Voilà, on va avoir moins de transactions on-chain, même si on fait des transactions pour ouvrir les canaux. L'idée, quand même, quand on transacte de manière intelligente sur Lightning, c'est de laisser ces canaux ouverts le plus longtemps possible. Donc, quand on ferme un canal sur Lightning, pour moi, c'est un événement catastrophique. Enfin, c'est pas quelque chose qui est censé arriver normalement. Et en plus, on peut très bien, après, acheter des bitcoins sur Lightning. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on est même pas... On n'a même pas besoin, un utilisateur n'a pas besoin de connaître l'existence de on pourra même imaginer d'ailleurs qu'avec les extensions de Lightning, avec les nouvelles techniques de création de canaux qu'on aura, un utilisateur n'aura vraiment jamais touché la chaîne. On pourra imaginer des choses comme ça à terme. Bon, ça on va dire c'est plus des problématiques économiques. Moi après les problématiques que je vois dessus en matière de sécurité, c'est essentiellement en matière de problématiques de routage. Alors là-dessus encore une fois, je le répète. Qu'est-ce que c'est le routage ? Voilà. Donc je le répète, je vais le dire souvent, parce que comme ça après on pourra pas me dire que je dis des conneries. Donc sans être expert de Lightning, pour moi le routage, ça va être comment on fait pour envoyer de l'argent d'un point A à un point B. Le problème c'est que envoyer de l'argent sur un canal Lightning, ça se fait comme un système de boulier. Un boulier c'est simple à visualiser, il y a des boules d'un côté, à gauche, à droite. Et ce qu'on fait c'est qu'on permute des boules de la gauche vers la droite quand on veut envoyer de l'argent d'un canal à un autre selon la capacité du canal. Donc comme ça on arrive à un routage en oignon, donc il va ressembler un petit peu à Tor, et on va envoyer de l'argent de proche en proche en passant canal A, canal B, canal C, enfin on va faire une espèce de topologie, on va faire une espèce de voyageur de commerce pour réussir à envoyer de l'argent. Le problème c'est qu'on fait du voyageur de commerce avec un réseau dont la capacité change souvent, ou en tout cas on connaît pas encore exactement l'état du réseau, mais aujourd'hui la topologie du réseau elle est incertaine, disons. En gros on peut pas faire passer plus d'argent par un canal qu'il n'y a d'argent dans le canal. Qu'on en a mis initialement, c'est pour ça qu'on arrive aussi à des problématiques pour des nœuds, pour des commerçants par exemple qui voudraient recevoir de l'argent, ils doivent commencer par acheter de la capacité. Donc ils doivent commencer par acheter de la capacité de recevoir de l'argent, ce qui est un petit peu, je dirais, c'est pas trivial à imaginer, c'est une contrainte qui est assez compliquée d'ailleurs à matérialiser par de l'UX clair, puisqu'au final cette capacité... On peut comparer ça à des écluses et un bateau ? Tu vois, typiquement, pour faire passer un bateau, il faut une rivière assez large, quoi. Si t'as une écluse comme ça et un gros bateau comme ça. Après, c'est vrai qu'en général, quand t'achètes le bateau, on va arrêter la métaphore du bateau, ça marche pas super. Mais bon, voilà. Mais en gros, c'est pas, pour moi, c'est pas simple, déjà ça, à matérialiser pour faire passer quelqu'un dans Lightning, parce qu'effectivement, surtout s'il a l'habitude des crypto-monnaies, surtout si on lui a vendu la crypto-monnaie comme un moyen de recevoir de l'argent sans rien faire, etc. Là, tout de suite, on va commencer à avoir un peu de friction, puisqu'on va voir qu'au final, on était censé se débarrasser des middlemen, des tiers de confiance, même des tiers sans confiance, d'ailleurs juste des tiers, avec la crypto-monnaie, et là, au final, on rajoute des tiers, avec un système comme Lightning. Donc moi, ce qui m'inquiète un petit peu, je dirais, pour l'avenir de Lightning, c'est déjà quelle forme va prendre ce réseau dans l'avenir. Alors la réponse, c'est que c'est destiné aux petits paiements. Petits paiements, petits canaux, petits problèmes.
Ouais, mais c'est pas trop le sens non plus que ça va prendre, parce que petit paiement, qu'est-ce qu'on peut qualifier de petit, quoi? La valeur de Bitcoin, elle change beaucoup. C'est difficile de dire aujourd'hui ce qui sera un petit paiement. On a déjà de la publicité pour des exchanges qui permettent de faire des paiements quand même assez conséquents sur Lightning. On a de la publicité qui est faite pour des canaux qui supportent des paiements de plus en plus gros. Donc, je sais pas. J'ai envie de dire, c'est un peu comme, de toute façon, c'est un projet en crypto-monnaie. Hein. Je considère qu'aujourd'hui, on est tous en train de faire des expériences. Et sur un nouveau projet, on fait encore plus des expériences. Donc, Lightning, pour moi aujourd'hui c'est quelque chose d'expérimental. Alors certes ça grossit, après on peut regarder à quelle vitesse ça grossit par rapport aux autres layer 2 qu'on va avoir sur les autres cryptos, et là je suis pas en train de faire une comparaison de Bitcoin avec des alts, hein. Je dis juste au final, il y a plein de façons de scaler Bitcoin. Lightning, c'en est une. Il y a beaucoup de concentration. Scaler Bitcoin au sens scaler les transactions de Bitcoin. Lightning, il y a beaucoup de coups de projecteur qui sont mis sur Lightning. Il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent les solutions alternatives. Quand on regarde des solutions, comme par exemple du wrap BTC sur n'importe quelle chaîne, réfléchir à comment faire du Bitcoin le plus trustless possible sur d'autres chaînes. Pur, le wrap BTC pour beaucoup de gens. Le wrap BTC c'est pas pur du tout. Mais après, on peut réfléchir à comment le faire de manière plus trustless. Alors ça, là-dessus, justement, en parlant des Zero Knowledge Proof, on pourra commencer à regarder ça d'un petit peu plus près avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur Starknet. Bon, je vais pas faire de la pub non plus Starknet tout le temps, parce qu'après, sinon, on va dire que dans l'écosystème français, il y a un problème. Tu cherches à te faire embaucher par Starknet après. Ouais, complètement. Ça doit être ça. Voilà. Mais ce qui, aujourd'hui, mais justement, moi, c'est ça quand même qui me rassure un petit peu, c'est que je commence à voir plus de gens qui regardent à côté. Typiquement, on a Rosbeef, là, qui va participer à la conférence, qui va participer au Starknet Session, donc ça sera l'occasion. Merde, j'ai encore fait de la pub pour Starknet, désolé. Donc, mais bon, juste pour dire, voilà, qu'on ait un créateur, qu'on ait quelqu'un qui soit très impliqué dans Lightning, qui commence un petit peu à regarder les solutions alternatives, etc., je pense que c'est bien pour tout le monde, parce qu'au final, ça permettra aussi de mettre un peu de sang neuf dans Lightning, qui est quand même un protocole très vieux, hein, aujourd'hui. Je veux dire, Lightning, je pense que les premières specs, elles devaient dater de 2015. Bon, de 2015 à 2023, oui, je veux dire, la TVL, elle augmente, mais c'est vieux quand même, hein, ça fait quand même un bout de temps, et bon, on a vu des protocoles où la TVL, elle a augmenté quand même beaucoup plus vite. Donc en fait, ce que tu dis, c'est plutôt que de chercher à faire des L2, L3 ou L je sais pas quoi sur Bitcoin, peut-être que l'idée, c'est de travailler sur les bridges entre Bitcoin et des alts. Je pense qu'il faut comparer les visions. Je pense qu'en plus, aujourd'hui, des L2 sur Bitcoin, on n'en a pas encore fait le tour. Je pense qu'il faut continuer à réfléchir à des L2 sur Bitcoin. D'ailleurs, chez nous, il y a Salvatoshi sur Twitter qui réfléchit à une nouvelle façon d'exprimer les contrats sur Bitcoin par de la merkelisation générale. Donc, le site s'appelle merkel.fun. C'est bien à regarder. Mais c'est une façon en fait d'exprimer les contrats sur Bitcoin qui est très puissante, qui nécessite pas grand chose, qui nécessitera un petit covenant sur Bitcoin et pas grand chose d'autre. Alors bon, il y a eu beaucoup de débats sur les covenants, donc on va voir là où ça va aller. Tu peux expliquer les covenants? Les covenants d'une manière super simple, c'est de dire on va avoir une transaction et on va mettre une contrainte sur en fait comment on peut dépenser cette transaction. En général, quand on fait une transaction sur Bitcoin, on peut l'envoyer n'importe où. Un covenant, ça veut dire on peut l'envoyer vers un script qui va respecter une propriété qu'on fixe au moment où on crée l'adresse. Donc ça, c'est une mise à jour de Bitcoin dont les gens discutent. Oui. C'est pas encore le cas, mais les gars, ils y réfléchissent. Il y a eu pas mal de discussions autour de ça, parce qu'effectivement, il y a pas mal de débats sur mais si on a des covenants, est-ce qu'on peut pas finalement empêcher quelqu'un de dépenser son argent ? Ce qui est vrai d'une certaine façon, mais il y a déjà des façons d'empêcher des gens de dépenser leur argent. Aujourd'hui, si on envoie sur une multisig et qu'on oublie de lui donner une partie de la clé, on peut déjà plus dépenser son argent. Donc il y a toujours du débat là-dessus, il y a un petit peu de philosophie, etc. Et c'est toujours compliqué de faire passer les nouveaux opcodes sur Bitcoin. Bon, c'est aussi pour ça qu'on aime bien Bitcoin. Mais je pense que c'est des débats qui sont nécessaires, parce que de toute façon, déjà, pour optimiser Lightning, il va aussi falloir avoir des nouveaux opcodes, donc notamment pour se passer des watchtowers, de tous les systèmes de surveillance autour de Lightning. Il va aussi y avoir des débats. Et d'ailleurs, pour recentrer un petit peu, je dirais que un autre problème que j'ai moi autour de la sécurité de Lightning, c'est justement, donc en plus du routage, donc le routage c'est pas directement de la sécurité, c'est plus de l'utilisation, mais en termes de sécurité, je dirais, on veut aujourd'hui être capable de fermer, si jamais on est justement dans un événement catastrophique et qu'on a besoin de fermer son canal, on doit pouvoir challenger, on doit en gros pouvoir fermer son canal pour éviter de se faire challenger par quelqu'un. C'est tout le système sur Lightning du challenge, de si quelqu'un a envoyé un état, une transaction sur le réseau qui ne correspond pas à l'état du réseau, doit être capable de le punir. Le problème, c'est que pour être capable de le punir, aujourd'hui, il faut être capable d'envoyer une transaction. Donc si on se retrouve sur un réseau qui est trop, les fils coûtent trop cher, on peut avoir du mal à envoyer tout ça. Donc il y a des logiques
de punition et toute cette logique en fait de sécurité de Lightning, pour moi, elle tient sur trop de facteurs. Et puis il y avait une chose aussi dont on avait parlé à Bruxelles, c'est que le mapping, donc la reconnaissance du réseau, et globalement elle pose des soucis et Lightning est complètement attaquable. Alors attaquable après dans quel... Déni de service. Ouais. Ah oui, en termes de déni de service, il y a pas mal de gens qui ont publié des choses là-dessus, et aujourd'hui, de toute façon, quand on a un système complexe comme ça, on va trouver plein d'angles pour l'attaquer, ouais. Donc c'est pas aussi parfait que Bitcoin. Enfin, non, ça clairement. Aujourd'hui, est-ce que aucun en gros, rapport en termes de complexité. Enfin, il y a vraiment aucun rapport pour moi. En gros, est-ce qu'aujourd'hui Lightning ça marche parce que personne s'y intéresse de trop, et le jour où ça deviendra généralisé, là ça marchera plus parce que il y aurait des intérêts à faire des attaques. Difficile à dire. Je pense que ça marche parce que clairement aujourd'hui il y a peu de gens qui vont chercher à le faire tomber. Oui. Enfin ça c'est sûr. Mais le jour où le honeypot sera un peu plus gros, où il y aura des intérêts... Après, c'est pareil. Est-ce qu'on aura envie de faire des dénis de service ? Est-ce qu'on va réussir à le router à côté ? Est-ce qu'au final... Parce que moi, je pense quand même que on réussira à rerouter des choses à côté, sauf si on se retrouve dans un réseau où on a des gros nœuds, au final, qui sont les nœuds principaux de Lightning, là, on aura des problèmes. Mais c'est surtout, pour moi, un problème de plus d'image de ce qu'on vend. C'est-à-dire, si on vend quelque chose qui est censé avoir une UX très simple, et qu'on se rend compte qu'au final, l'UX, elle est impossible, parce que justement on met plein de temps à trouver sa route, etc., qu'on est obligé de réessayer tout le temps pour envoyer une transaction, au final ça flingue l'adoption, quoi. Ouais, donc pour toi il y a des grosses questions sur Lightning. Ouais, pour moi oui, clairement elles sont pas résolues, et on peut pas avoir je dirais une position béate de dire on va scaler Bitcoin grâce à Lightning, parce que en fait on n'en sait rien. Déjà l'autre question ça va être est-ce qu'on a besoin de scaler Bitcoin, parce que en état je veux dire il y a pas beaucoup de fees sur le réseau, peut-être qu'au final juste transacter en L1 ça suffit, j'en sais rien. Peut-être que voilà. Si tu veux faire un système Bitcoin de paiement au quotidien, ça va poser problème. Mais après, il y a plein... Voilà, enfin après, il y a plein d'autres problèmes. Si on veut faire un système Bitcoin de paiement au quotidien, c'est... est-ce que Lightning, en fait, ce que ça va apporter, au final, si on déroule, je dirais, un peu tout, et si on décompose le truc, et qu'on se dit, mais pourquoi on a besoin de Lightning ? Au final, si on veut un système de paiement au quotidien en Bitcoin, je pense qu'on a plus besoin de Lightning pour apporter de la zéro conf, de la zéro confirmation, c'est-à-dire apporter du paiement immédiat mais sans avoir de peur que au final la transaction puisse être annulée, etc., voilà. Je pense qu'on a plus besoin de Lightning pour ça que pour envoyer plein de TX. Plein de transactions. Plein de transactions. Ouais, c'est-à-dire que si on pouvait, si par hasard on pouvait à un moment envoyer plein de transactions sur Bitcoin... Mais comment tu fais pour payer ton café avec Bitcoin ? Mais le problème, encore une fois, c'est pas qu'on peut pas envoyer plein de transactions, c'est pas les fees. Pour moi, le problème, c'est plus la zéro conf. C'est-à-dire... mais les fees, c'est quand même un gros problème. Mais pas tant que ça aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de fees quand même pour envoyer une transaction Bitcoin. Ouais, si tu dis 2017, on voyait bien le café à 50 balles, c'est compliqué. Le problème de 2017, c'est de savoir déjà si ça correspondait à l'adoption réelle, ou si ça correspondait à des guéguerres de gens qui essayaient volontairement d'encombrer le réseau. C'est difficile de répondre à cette question aujourd'hui. Pour moi, il y avait très probablement des camps qui essayaient de montrer que les fees sur Bitcoin étaient chers et qui provoquaient, je dirais, volontairement une augmentation des fees sur Bitcoin, ce qui n'est pas du tout difficile à faire. Ça coûte cher, quoi. Ah bah oui, mais il y a des gens qui ont brûlé plein d'argent pour montrer qu'ils avaient raison. Au final, ils l'ont perdu et puis ils avaient tort, mais c'est pas grave, ils l'ont brûlé quand même. Enfin, on prend Roger Ver, par exemple, il est assez célèbre pour ça. Il continue d'ailleurs régulièrement de brûler de l'argent pour prouver qu'il a tort. C'est cool. Enfin, qu'il a raison. Ouais, mais justement, au final... mais ça marche pas. Au final, ça marche pas, donc... on lui dit merci, du coup, mais... Ah oui, non, c'est sûr. Mais alors, et comment tu fais plein de transactions sur Bitcoin ? On regarde, je crois, Visa, c'est 60 000 transactions. Ah oui, non, mais de toute façon... Sur un système décentralisé, on va avoir du mal à être en compétition avec Visa. Donc ce que tu dis, en gros, c'est que les micro-paiements, c'est plutôt avec des systèmes de bridge ou des choses qu'on pourrait regarder avec des alpes. Je pense et puis quand t'achètes ta maison et que t'as vraiment besoin d'ancrer la valeur, tu te payes une transac à 50 balles et voilà. Quoi. Moi, en tout cas, je vois plus une vision comme ça, ou en tout cas... Bitcoin, je l'utilise quand j'ai envie de faire une transaction sur quelque chose où potentiellement on peut m'interdire de payer. Oui, Bitcoin il est là pour ça, quoi. Est-ce qu'il est là pour acheter un café ? Peut-être que demain on sera dans un état dictatorial qui décidera que tous les gens qui un jour ont bu un café sont des dangereux drogués, mais je pense quand même que l'hypothèse est faible. Tu sais, là, nous, on a appris, il y a juste là, avec une interview avant, là, que les factures allaient obligatoirement passer par l'État à partir de 2024 dans l'Union européenne. Ah, mais toutes les factures vont passer par l'État. Ouais, mais il me semble qu'on est super en retard là-dessus par rapport à d'autres pays. Enfin, je crois que même par rapport à d'autres pays européens, c'est déjà... Portugal, c'est déjà ça, non ? Oui, mais ça me choque.
que toutes tes factures elles passent par l'État, que tu aies besoin d'avoir un tampon de l'État avant de sortir. Ouais, enfin a priori normalement c'est déjà ce qui se passe avec la TVA, sauf que justement c'est pour ça qu'il y a des gens qui l'évitent, donc moi je sais pas, ça me choque pas. Ça te choque perso. pas. Non, je pense que si le système marchait convenablement, ça serait déjà comme ça, donc bon. Au final, garantir qu'un truc marche comme il est prévu qu'il marche, ouais, non, ça me choque pas. Et ouais, donc du coup, Lightning, pour toi, c'est pas forcément l'innovation majeure. Je dis ça se regarde, mais ça se regarde en complément d'autres choses. Pour moi, je mettrais pas toute mon énergie, en tout cas, à dire tête baissée, le scaling de Bitcoin, c'est Lightning. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont ça dans la tête. Je leur dirais juste, voilà, ouvrez-vous un peu l'esprit et puis... Ou pas. Ouais, enfin après, bon non, enfin c'est toujours mieux quand même de regarder ailleurs, même ça donne de l'inspiration. Et je pense que de voir justement, comme je disais, qu'il y a des gens qui ont travaillé longtemps sur Lightning, qui commencent à regarder un petit peu ailleurs, mais peut-être juste prendre de l'inspiration. Je dis pas qu'il faut quitter Lightning, juste regardons ailleurs ce qui se passe et puis voyons ce qu'on peut faire. Et du coup, comment, parce que le gros argument c'est que Lightning il est ancré sur Bitcoin et que du coup aller sur des alts avec un bridge pratique qui coûte pas 3% quoi, en gros voilà. C'est risqué parce que le Ethereum est pas aussi solide que Bitcoin quoi. Ouais, mais c'est pas forcément la vision, c'est pas forcément Ethereum, je sais pas. Est-ce que je disais comme si on arrive à faire des bridges trustless, c'est-à-dire à dire quelque part que on est capable de voir l'UTXO7, on est capable de voir toutes les transactions Bitcoin. D'une manière, on est capable de l'exprimer d'une manière très simple. On est capable de dire, on a loqué des bitcoins parce que les bitcoins, ils sont là, verrouillés dans cette transaction. Derrière, on mint un bitcoin à partir de cette preuve, donc que des bitcoins ont été verrouillés, on transacte ça. Des wraps BTC, quoi. Ouais, enfin, wrap BTC, c'est différent parce que wrap BTC, il faut envoyer les bitcoins quelque part. Donc, wrap BTC, au final, il y a quand même quelque part quelqu'un qui va détenir la valeur. C'est peut-être FTX qui les a émis. Alors, là, en l'occurrence, wrap BTC, c'est BitGo, donc on sait qu'il les émet, donc de ce point de vue-là, enfin, d'ailleurs, FTX avait aussi ses wrap BTC, qu'il avait mis sur Solana, et bizarrement, ils ont perdu pas mal de valeur. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est ça que craignent les bitcoiners, c'est de dire, dès qu'on fait du wrap BTC... Oui, mais si tout au final est automatisé... Sont loqués sur Bitcoin... Voilà, si tout au final est automatisé, qu'on a un script qui dit, là, on vérifie que les bitcoins, ils sont wrappés, on sait qu'ils sont là, de l'autre côté, on l'émet, pareil, avec une condition qui est uniquement, je dirais, liée à la chaîne. Donc, ouais, aujourd'hui, ça n'existe pas. Mais si on est capable de faire un truc comme ça à un moment, je pense qu'on peut commencer à discuter. Donc, en fait, ça veut dire que ton magot pour la retraite, entre guillemets, est sur Bitcoin on-chain, et ensuite, chaque mois, tu vas wrapper ce qu'il te faut pour faire tes courses. Moi, ça me choquerait beaucoup moins. Si on part du principe que c'est bien d'utiliser Bitcoin pour faire ses courses, en tout cas, une solution tech comme ça me choquerait moins. Et ça pourrait coûter très peu cher. Ouais. Parce qu'il n'y a plus d'intermédiaire, donc du coup, c'est du zéro ou quelque chose. À voir. Mais là-dessus, on est clairement en train de... c'est de la recherche, voilà. Donc, je dis juste, le problème, il est clairement pas résolu. Et, on peut tous dire que, Lightning, c'est la solution... Je ne dirais pas ça, voilà. Et du coup, tout l'écosystème Ethereum, le jour où il plante, vous avez perdu un mois de course, quoi. Voilà. Mais Ethereum, c'est une façon de faire. Après, on peut en avoir plein, mais oui, le jour où l'autre écosystème plante, l'écosystème d'en face plante, au final, c'est pas... à part Ethereum, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui marche. Enfin, quand je dis Ethereum, c'est Optimistic, Starknet, tout ce qui va avec, quoi. Toute la smala après, ça généralise peut-être un peu, mais je sais pas, on peut regarder n'importe quoi, j'en sais rien. Même Solana, par exemple, on est plus fébrile, quoi. C'est sûr. Après, je sais pas, un Cosmos, j'en sais rien. Oui, non, Solana, j'en attends pas grand-chose, là. Mais de toute façon, en règle générale, j'attends pas grand-chose des L1, donc c'est un peu... C'est-à-dire aujourd'hui, je pense que il y a beaucoup de L1 qui se sont lancés sur la promesse d'être plus rapide qu'Ethereum et moins cher. Et au final... et machin... Cardano. Ouais, voilà. Donc au final, il y a un petit peu de déco derrière, mais la promesse initiale, enfin là, je vais penser, désolé, je suis vieux, je vais penser aux iOS et à des trucs comme ça. iOS, quand il est arrivé, c'était, c'est Ethereum, moins cher, plus rapide, etc., etc. Ça, quand on a des roll-ups sur Ethereum, en fait, il n'y a plus d'argument. Parce que les roll-ups sur Ethereum, ils apportent un Ethereum qui est quand même très proche, EVM, etc., ou proche de l'EVM, qui est plus rapide et moins cher. Donc partant de là, je sais pas trop ce qu'on peut donner comme argument aux autres L1. Après, il y en a qui apportent des choses, je sais comme pas. Quoi Cosmos, ils vont apporter de la connexion entre les chaînes avec l'IBC, qui est quand même un protocole intéressant, même pour réfléchir à comment connecter les chaînes entre elles. C'est quelque chose qui est assez novateur, je trouve.
Puisqu'en plus, bon, ça pourra peut-être même nous servir un jour, hein, qui sait, je veux dire, il y a peut-être des gens qui commenceront à réfléchir, à dire, bah tiens, on peut se faire une implémentation de Bitcoin qui va supporter un IBC. Il y a peut-être même une chaîne Cosmos déjà qui fait ça. C'est pour ça que j'aime bien voir l'expérimentation sur Cosmos. Il y a plein de gens qui essayent des trucs, donc au moins c'est rigolo. Mais ouais, enfin, c'est vrai que sorti de ça, ouais, je sais pas. On me dit par exemple, il va y avoir des arguments comme par exemple Tezos, on peut dire, Tezos c'est de la gouvernance automatisée. Ouais, bon, je sais pas, je suis pas convaincu. Est-ce que c'est vraiment un argument majeur pour moi, game changer, quoi? Pour moi, non, parce qu'au final, de toute façon, il y a toujours une partie humaine qui va être là en disant, les propositions de gouvernance, il faut bien les soumettre. Après, de toute façon, il va y avoir des votes, donc des votes, on sait comment ça marche, hein, c'est pas des robots qui votent, donc a priori, on va voir les gens, on fait son petite campagne politique, on pousse son protocole. Le fait juste de dire qu'une fois qu'on a fait toute cette partie-là en mid-space, il va y avoir une implémentation automatique de tout ce qu'on a fait, de toutes les négociations qu'on a menées. Ouais, je suis pas convaincu de la plus-value. Donc multiméta, univers X, elle rentre quoi. Ouais, non, clairement non. Là, non, je sais même pas ce que c'est, pour être honnête. Hein. Je regardais, mais voilà, j'ai envie de dire, la proposition, c'est bon. La proposition, pour moi, c'est des L1, elle devient quand même très, 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 très discutable. Du coup, à vie personnelle, on est très très content de supporter toutes les cryptos sur Ledger et de sécuriser toutes les cryptos. Voilà, c'était la minute publicitaire. Corpo. Ouais. La minute corpo. C'est ça. Et en termes d'adoption, justement, du coup, on va parler des cryptos de façon générale, parce que même si, voilà, on a bien compris qu'on faisait la différence entre tout, mais quels sont les vecteurs d'adoption entre la tech, l'institutionnalisation, le crime? Ouais, le crime, je pense que ça commence à être... on commence à avoir beaucoup plus de sophistication, d'ailleurs, des acteurs qui tracent la crypto on-chain, et on commence à réaliser que, effectivement, au final, le crime on-chain, c'est pas super. C'est pas ouf. Non, c'est pas ouf. Parce que quand t'as une épée de Damoclès pour, au final, le restant de tes jours sur une transaction que t'as pu faire en disant, tiens, mais si un jour, ce protocole crypto, il était plus pété que je pensais, ou si jamais un jour, les mecs, ils sont plus malins, ils arrivent à me retrouver, non, c'est vraiment pas ouf, le crime on-chain, donc pas le crime. En fait, le crime, j'ai l'impression que ça vient de façon très très early avant le gaming et le porno. Les premiers à s'intéresser aux nouvelles technologies, c'est les criminels. Ouais, mais là, c'est très différent. Moi, je pense qu'il n'y a pas de criminel intelligent, pour moi en tout cas, qui va être dans les cryptos, parce que quand tu réfléchis au truc, tu te dis effectivement que tu as cette trace permanente. Il n'y a aucune technologie, en fait, aujourd'hui, qui est designée pour offrir une trace permanente. Mais en supposant que tu découvres cette techno et que tu es un criminel, je vois pas pourquoi tu irais faire du crime là, parce que c'est quand même la raison numéro 1 de pas faire de crime. Tu dis juste, si jamais un jour mon adversaire devient meilleur que moi, je suis mort. Donc et c'est tous mes comptes sont... Ouais, donc c'est tout pas est top, lié, c'est pas top pour un criminel. Donc bon, mais justement, ce que je vois aujourd'hui, c'est que quand on regarde les différents rapports qui peuvent arriver sur les gens qui essayent de faire du vol on-chain, etc., au niveau étatique, les Lazarus... Les rançons. Les Lazarus, il y a moins ransomware ce temps-ci, mais bon, voilà, je prenais Lazarus juste parce que c'est gros, quoi, avec les gars, ils se font des hacks à plusieurs centaines de millions, ils essaient de les sortir. Au final, leur but, c'est même pas... on sent qu'ils savent bien qu'ils vont être tracés on-chain. Donc au final, ils enchaînent les protocoles. C'est juste pour essayer de flouter un petit peu les trucs, mais au final, ils vont cash out OTC. Donc même eux, je veux dire, quand ces gens-là... Ça veut dire quoi, cash out OTC? Ah ouais, pardon. Ils vont, je dirais, à la fin, trouver des échanges qui sont pas des échanges compagnon sur rue, mais il faut voir que ces gens-là, ils vont utiliser juste ces échanges pour brouiller les pistes. Ils savent très bien que tout remonte. Leur but, c'est de brouiller les pistes le plus possible pour pouvoir sortir ensuite sans sortir sur un échange, donc en sortant de la main à la main le plus rapidement possible, mais ils savent très bien que tout ce qu'ils font on-chain, de toute façon, c'est tracé à tout jamais. Donc quand on voit ces gars-là enchaîner les railguns, les tornado cash, etc., pour se dire non, ils se disent pas du tout en fait qu'ils utilisent ça pour être anonymes, ils utilisent juste ça pour ralentir un petit peu le gars qui va les tracer derrière. Mais ils savent très bien que c'est pas le cas. Donc, pardon, on a resté longtemps sur les criminels, mais pour l'adoption, pour moi, il y a un premier vecteur où on voit de toute façon que ça c'est le vecteur le plus naturel. Les pays aujourd'hui qui ont déjà des systèmes monétaires mixtes, on peut prendre l'Argentine pour un des plus connus, qui ont déjà l'habitude de vivre avec une monnaie étatique blanche, une monnaie grise, etc. Pour eux, adopter la crypto, c'est naturel. Et après, de toute façon, j'ai envie de dire, la vie trouve son chemin. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se posent pas des questions philosophiques pour savoir quelle crypto ils vont utiliser, est-ce qu'ils vont faire du Bitcoin, etc. Du Lightning. Les mecs, ils ont besoin d'aller vite, ils ont besoin d'utiliser du dollar, ils prennent de l'USDT sur Tron.
Voilà. Alors pourquoi ils prennent Ouais, j'ai demandé comment les gars sont arrivés à Tron. Ah c'est très simple. Alors très très simple. C'est un exchange, c'est le premier qu'on Très très simple. C'est Tron, quand tu regardes, en fait, c'est rapide et c'est pas cher. Voilà. Et c'est vieux. Donc quand les exchanges voulaient commencer à se faire du clearing entre eux, en fait, je parle des Bitfinex, Coinbase, Kraken, etc., le clearing du USDT, ils le faisaient sur Tron. Donc du coup, les gens ont repris ça parce que Tron c'est là, ça sert à rien, du coup c'est pas cher, et puis voilà. Mais pourquoi justement, c'est quoi le délire de Tron? C'est quoi le principe? Enfin, parce que... à l'origine, c'était pas du tout créé pour ça. Pour moi, c'était mort en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une chaîne qui est morte, mais qui continue à avoir pas mal d'utilisateurs. Au final, elle est rapide et elle est pas chère. Donc c'est un autre moyen d'être rapide et pas cher, tu vois. Tu prends une chaîne qui est faite pour faire tourner plein de smart contracts, etc., et qui est quand même qui est construite pour faire des choses compliquées. Tu lui fais faire plein de trucs pas compliqués, tu scales. Non mais je dis pas qu'il faut le faire, mais c'est pour dire, voilà, au final la différence entre les nœuds au cerveau qu'on peut se faire, nous je dirais en tant que designer, ou les réflexions qu'on peut avoir dans les pays qui au final n'ont pas vraiment besoin de crypto, on joue avec la crypto parce que c'est rigolo, mais si on se prenait 100% d'inflation, peut-être qu'on aurait des façons de considérer la crypto de manière différente. Si on avait un euro classique et un euro gris, peut-être aussi qu'on regarderait la crypto de manière différente. Donc je pense que l'adoption, on a gagné, enfin pour moi en tout cas dans les pays qui ont vraiment besoin de la crypto et qui l'utilisent comme pour moi elle doit être utilisée, à savoir pour quelque chose qui n'est pas censurable, on a gagné, l'adoption elle est là en fait. Donc après on peut se dire, oui alors est-ce que nous on va voir plus d'adoption chez nous en Europe, etc. Donc si on a une inflation qui continue de grimper, peut-être qu'on en aura, mais c'est pas ce que je souhaite. Voilà. Donc après, aujourd'hui je dirais de la crypto pour nous, enfin je dirais, donc pour des pays qui n'ont pas littéralement un besoin vital comme nous, on peut imaginer effectivement des services on peut imaginer des services d'action qui vont passer sur des blockchains où au final on saura même plus qu'on utilise de la blockchain. Donc je vois ça comme comme une techno qui va tourner en fond, en background, voilà, une techno d'infrastructure, tout à fait. Et du coup tous les acteurs bancaires, financiers vont utiliser la crypto pour écraser leurs coûts, quoi. Je pense que ça me paraît être une évolution assez naturelle, ou en tout cas on va utiliser des morceaux. Je veux dire, on peut apprendre des trucs bien, comme ce que je disais la dernière fois, on a beaucoup avancé sur la cryptographie grâce à la crypto-monnaie, donc peut-être qu'ils vont juste reprendre au final des techniques de cryptographie qui sont sympas. La même chose sur les Zero Knowledge Proof, aujourd'hui on fait plein de Zero Knowledge Proof pour scaler Ethereum, etc. Peut-être qu'au final on va dire qu'on l'a tellement scalé qu'on n'a plus besoin de blockchain. Et qu'au final, la vie, ça sera peut-être juste, c'est changer des Zero Knowledge Proof les uns les autres. On se rendra compte que c'est un très bon moyen de scaler et que si on est capable au final de prouver une chaîne très très longue d'actions avec une preuve très très courte, pourquoi on aurait besoin d'une blockchain? Si tout ce qu'on a envie, c'est d'être capable de prouver la chaîne d'action, on s'enverra tous la chaîne d'action, la preuve, on la vérifiera, puis on sera heureux. Je sais pas en fait. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est l'adoption pour moi, c'est un terme qui a vraiment plusieurs. En fait, la blockchain, c'est juste l'ancrage initial qui permet de faire tenir tout ça, quoi. Aujourd'hui, pour en tout cas échanger de la valeur, oui, clairement. Pour derrière échanger des actions, peut-être que juste on reprendra les technos et qu'on n'aura plus du tout de blockchain. Mais est-ce qu'on dira que c'est de l'adoption? Pour moi, c'est une forme d'adoption, puisqu'on aura complètement changé la façon dont on considère les trucs et on aura repris de la techno sur lesquelles on a tous travaillé très dur. Même si on l'utilise de manière totalement différente, on l'utilisera quand même. Donc je considère que c'est de l'adoption. Alors justement, Bitcoin pour moi, c'est une monnaie confiance, c'est-à-dire que c'est l'équivalent à de l'or, c'est-à-dire que la valeur de Bitcoin est issue du passé avec la preuve de travail. Ouais. Surtout, ce qui est magique, je trouve, dans la preuve de travail, c'est que le passé se renforce à chaque fois qu'on avance. Et s'il n'y a rien, en fait, il n'y a aucune autre techno qui permet ça. Donc c'est très fort. Et du coup, ça lui donne le caractère de monnaie confiance comme l'or, en fait, parce que voilà. Et par contre, les altcoins, la valeur vient du futur parce qu'on est sur de la promesse, de l'enjeu. Et d'ailleurs, la preuve d'enjeu, je trouve ça magnifique parce que ça représente bien la nature, qu'on est sur de la promesse, qu'on est sur de la dette. Donc une dette, je te donne tout de suite et puis plus tard, on verra ce que ça rapporte, quoi. Et une fois qu'on a internetisé la promesse, la valeur future, moi je pense beaucoup au private equity. Donc le private equity, vous avez une boulangerie, vous avez une super idée, vous voulez lever 1 million, et vous allez faire appel public à l'épargne en disant qui veut d'épargne ma boulangerie. Et là il y a une grande réglementation sur tout ça dès qu'on parle aux particuliers. Ouais. Clairement. Et c'était pas... C'est un peu réduit avec le crowdfunding, mais certes elle est toujours importante. Et puis en plus c'est pas idiot parce que
faire des appels publics à l'épargne en disant qu'il veut mettre 10 balles, c'est juste ingérable parce que les coûts administratifs, l'assistante qui envoie les courriers, qui fait signer les papiers, machin, ça, voilà. Il fallait un certain montant, moi je disais en dessous de 50 000 €, tu fais pas du private equity, quoi. Voilà. Ouais. Mais aujourd'hui, la crypto arrive et elle écrase tous ces coûts-là. Et elle dit, bah, de toute façon, l'assistante, maintenant, elle est internatisée, smart contractisée, enfin, là, il n'y en a plus, quoi. C'est un smart contract. Et tu peux faire techniquement, tu peux faire de l'appel public à l'épargne à 50 centimes sans problème. Oui, non, c'est sûr. Le fait qu'on soit sur Internet fait que réglementer tout ça, ça reste compliqué parce que tu peux réglementer sur ton territoire, mais quand c'est en dehors, bah, tu peux pas trop empêcher les gens de faire ce qu'ils ont envie de faire. Clairement, il y a des gens qui ont essayé, ça a moins bien marché. Ils ont eu des problèmes. Ouais, mais bon, on a toujours essayé de faire ça. Hein. C'est vrai que si on prend l'exemple du téléchargement, bon ben voilà, on a dit téléchargement, ben on peut avoir le bon téléchargement, le mauvais téléchargement. On a vu ça avec les jeux d'argent. Je veux dire, on a eu des réglementations des plateformes de poker, ben d'ailleurs, enfin d'autres plateformes de jeux. D'ailleurs, si on a pas mal de gens qui viennent du poker pour aller dans Bitcoin, c'est marrant, mais à un moment on se dit il y a peut-être une raison. Puis bon, bah ils ont connu aussi cette régulation-là. Moi, j'en fais pas partie, mais ils ont connu cette régulation-là, et je pense qu'à terme, bah ils connaîtront la même, et puis ça sera la même chose. Est-ce qu'il faut faire son deuil de la réglementation sur le private equity en disant bah en fait techniquement, objectivement, c'est comme le téléchargement illégal, c'est comme ça, c'est un fait, le monde a changé. Et en fait, soit je m'adapte et je fais un cadre attractif pour que les gens puissent venir faire leurs altes en France, quoi, enfin leurs projets en France, ou alors non, je fais le pare-feu chinois et je dis Nine, ça ne passera pas par moi. Je pense que si on considère des investissements en crypto pour participer à un projet crypto, parce qu'après il y a la différence de dire est-ce qu'on va faire de la private equity sur des projets réels en crypto. Bon, ça à la limite, je pense que ça peut intéresser l'État. Mais un investissement dans un projet crypto en crypto, là, bah, c'est vrai que l'État, au final, il a pas grand-chose à en tirer, donc je le vois plus utiliser une technique de pare-feu, une technique de firewall pour faire ça. C'est-à-dire, si tu dis je veux lancer un altcoin, voilà, et que derrière, je fais ma promesse. Bon, ma promesse qui est plus compliquée quand même à comprendre qu'une société dans la vraie vie, parce que bon, derrière, il va y avoir des problématiques techniques. Bon, il va tu y fais un jeu vidéo. Ouais, mais ça... Enfin, même, je dirais, un jeu vidéo, aujourd'hui, c'est quand même plus facile à matérialiser dans la tête des gens que dire je vais faire un protocole qui va permettre de résoudre, les yields dans le futur. Je prends un exemple complètement au hasard et dire, bon, ben voilà, enfin, un protocole qui va être là et qui va mettre en jeu, je veux dire, des problématiques qui sont à la fois techniques, économiques, on n'a pas d'idée de la population qui va venir voir, on n'a pas d'idée de combien de personnes vont arriver, enfin... Sauf pour des gens qui sont extrêmement experts, je dirais, c'est littéralement du gambling. Donc quand on arrive sur un truc comme ça, c'est limite plus du gambling que de la private equity. Enfin, après, on peut investir en private equity comme un gambler, hein, mais bon, c'est... Voilà. Là, quand on prend des exemples d'altcoin, c'est quand même super, super compliqué d'essayer de voir où est-ce que ça peut aller, est-ce que ça va aller quelque part dans le mur, au bout de combien de temps, enfin bon, c'est quasi impossible. Quand on te présente Solana, faut se poser, quoi, tu vois, quand on te dit je vais faire Solana, t'as le cahier des charges. Mais j'ai vu, après Solana, j'ai envie de dire, Solana, ça reste compréhensible, je veux dire, j'ai vu des trucs, des fois tu regardes les white papers, tu fais, je comprends pas, quoi. Moi, je veux dire, quand j'avais vu le white paper de Ton, enfin, de Telegram, et que les gars, au bout de 5 ou 6 pages, ils commencent à te parler de routage hypercube, j'étais là en train de dire, je vais me poser, je vais revoir ma géométrie non euclidienne, non, j'en sais rien, enfin, bon, mais qu'est-ce que ça vient foutre là, enfin, bon, voilà, donc là, on n'en est pas là. Enfin, si pour moi, voilà, donc je verrais bien l'État là-dessus, enfin, toujours si on se place dans la logique de protection des consommateurs, pour moi, ça a un sens de faire un cadre, je dirais, qui est plutôt bienveillant, et un cadre qui va essayer d'attirer les gens pour permettre aux gens d'investir en crypto dans des choses de l'économie réelle, et on n'en est pas du tout là déjà, hein. Donc aujourd'hui c'est pas du tout le cas. À chaque fois qu'il y a des volontés de modifier les lois de finances pour dire que on va faire un régime qui est similaire à l'apport-cession pour les cryptos, l'apport-cession. Ouais, déjà aujourd'hui tout le monde regarde et tout le monde dit non, c'est trop tôt. Bon, trop tôt pourquoi, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui ont de la crypto, il y a des gens qui veulent faire des boîtes, mais c'est trop tôt pour parler de l'apport-cession. Ok. Alors explique pourquoi est-ce que c'est que l'apport-cession. C'est de dire qu'au final, quand on a fait, je dirais, par exemple, on a eu beaucoup de, je sais pas, on a des actions, on a eu envie de vendre des actions d'une société précédente et on a envie de réinvestir ces actions pour créer une prochaine société. Dans ce cas-là, on va avoir un régime fiscal qui va être très favorable, où on va pas le payer immédiatement, on va pouvoir déléguer sa plus-value sur plusieurs années, etc. Mais ça incite
ça incite au réinvestissement, en tout cas dans l'économie réelle. Et on pourrait supposer que pour les cryptos, on a quand même beaucoup de gens qui vont arriver, qui vont avoir d'un seul coup de l'argent à investir, les aider à remettre leur argent dans l'économie, parce qu'au final c'est de l'argent, hein, même si on va dire que c'est pas de la monnaie. Donc si on les invitait à mettre leurs actifs dans l'économie réelle, on pourrait supposer que les États ont envie de faire ça. Bon, il se trouve qu'ils n'ont pas envie de faire ça aujourd'hui, c'est déjà trop complexe. Bon, je me place dans un futur où ils auront envie de le faire, parce que pour moi ça fait du sens, ça crée des emplois, ça crée des revenus fiscaux, ça crée plein de trucs, bon, même si ça les réduit, mais c'est toujours mieux que rien. On n'en est pas là. Donc si on n'en est pas là, pour l'investissement dans des alts, donc l'investissement dans des trucs qui sont des objets qui vivent dans les terres, désolé, je fais pas de citation, mais voilà, où personne ne comprend rien et où au final c'est complètement du gambling, je serais vraiment pas étonné que là-dessus ils aient une approche par feu chinois comme tu disais. Mais comment tu bloques ces projets justement ? Tu fais pas en fait. Donc tu fais comme bloquer les jeux d'argent, tu fais comme bloquer le téléchargement illégal. De temps en temps tu tapes sur un DNS, de temps en temps tu rends les choses plus compliqué pour l'utilisateur, de temps en temps tu publies des listes noires en disant si vous allez là c'est pas bien, tu vas pas lister ces projets là sur les exchanges, enfin voilà. Parce que prenons l'exemple du téléchargement illégal, parce que tout le monde comprend. Ouais. La réglementation, c'est Netflix qui a eu la peau du téléchargement illégal, c'est pas la réglementation. Ah non, oui, clairement. Pour moi, je considère que ces choses-là en plus marchent par cycle, et au final, le piratage perd au moment où l'offre légale est plus facile à utiliser que le piratage. Alors, il se trouve que c'est très rare, et que dans l'état on a pu suivre dans ce qui s'est passé sur Internet, en général, le piratage est toujours plus simple. C'est ça qui paraît complètement incroyable, et plus simple en tout cas, plus facile à aborder pour un utilisateur que l'offre légale. L'UX est meilleur, quoi. Ouais, l'UX est meilleur. Et donc ça a marché pour Netflix. Pourquoi ? Parce qu'à une époque, à mon sens, Netflix était super concentré et du coup on pouvait trouver toute l'offre qu'on voulait sur Netflix. À partir du moment où Netflix a explosé pour faire du Disney+, du Apple machin, du bidule premium, là au final, moi j'entends, enfin en tout cas autour de moi, je ne télécharge pas bien sûr, j'entends autour de moi beaucoup plus de gens qui me disent voilà, on est revenu à nos bons vieux torrents, on est revenu à ce qu'on faisait avant, et puis voilà en fait. Et ça marche. Ouais, et en fait, c'est plus simple et on va pas me retirer quelque chose. Mais ce qui est assez marrant, c'est que tu vois, en Suisse par exemple, le téléchargement illégal pour les particuliers, il est pas illégal, il est autorisé. Ah oui, il y a pas, parce qu'en fait ils disent de toute façon c'est là. Donc on va pas aller courir après tous les gamins de 16 ans ou tous les pères de famille de 30 ans qui veulent mettre un dessin animé à leurs enfants. Clairement, mais je pense que l'approche pour moi, l'approche en tout cas pour le téléchargement, c'est de dire à partir du moment où on n'en tire pas profit, pour moi il y a pas vraiment de problème quoi. Après on va dire voilà. Ce que je veux dire c'est qu'entre le pays qui a interdit et le pays qui a autorisé, en vrai ça change rien parce qu'il y a autant d'utilisateurs dans les deux. Non, clairement. Mais bon, voilà, on a fait quelque chose, et puis, mais clairement, on peut rien faire d'autre de toute façon. Donc, si on a envie d'investir l'investissement et la création d'altcoins, oui, voilà, on va faire des petites mesurettes comme ça pour dire que c'est pas bien et pour leur rendre la vie plus difficile. Mais on va pas aller au-delà de ça. On peut pas, de toute façon, je veux dire, juste, on peut pas, techniquement, on peut pas. Tu vois, sur l'agrément PSAN et tous ces trucs-là en ce moment, moi, les copains, il y en a plus beaucoup en France. Je leur dis, mais qu'est-ce que tu fais là ? Par exemple... Ça dépend, là après, encore une fois, ça dépend de comment ils ont envie de faire grandir leur entreprise. S'ils se disent, on a envie d'être en France parce qu'au final, on crée une entreprise, donc une entreprise physique avec des gens, etc., et on a envie de profiter de tout ce que la France peut offrir pour un entrepreneur. Ça, c'est du militantisme, ça. Pourquoi ? C'est du patriotisme ou du militantisme, mais c'est pas rationnel. Non, pas forcément. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un qui veut profiter du CIR en France, il est très content. Mais ça, c'est l'exception. À chaque fois, on me dit ça. Il y a le crédit d'impôt recherche. Non, mais c'est pas une exception. Enfin, aujourd'hui, si je peux avoir du personnel super qualifié, si je peux avoir des docteurs qui me coûtent rien, et limite on me paye pour les prendre, ça fait quand même de la France quelque part un paradis fiscal. Oui, mais c'est une niche. Je veux dire, à chaque fois qu'on parle de la France, on me parle du CIR. C'est une niche, mais pour une boîte qui veut faire de la tech, ça me paraît être quand même une niche super intéressante parce qu'au final ça me fait gagner plein d'argent et ça me fait avoir du personnel qualifié pour que dalle. Si je veux faire la même chose aux États-Unis, ça me coûtait beaucoup plus cher. Mais tu sais ce qui se passe dans ces cas-là. Les chercheurs ils sont en France et puis le siège il est ailleurs quoi. Après, je dirais, regarde FTX, la chose va se fabriquer, je dirais, comme ils veulent qu'elle soit fabriquée, mais en attendant, s'ils veulent créer ce siège en France, ça a du sens de faire, je dirais, ces démarches, nous, pour avoir quand même un agrément, pour créer ce cadre de régulation qu'on est en train de créer en France.
Puis après, je dirais, les gens font les montages qu'ils veulent, mais en tout cas, ils en auront une partie installée en France s'ils ont envie de profiter de ça. Oui, il y aura des chercheurs en France. Et après, on sera capable de chercher, et si les mecs ont créé, je dirais, une espèce d'enveloppe de société hyper complexe, mais qu'au final, les mecs font des conneries en voulant toucher le public français, je me fais pas de souci qu'un jour, il y en a un qui tombera pour l'exemple. Oui. Donc bon, voilà, donc au final, on retombe sur ses pattes. Je sais pas, regarde FTX par exemple. Lui, FTX, il n'est pas tombé pour la réglementation. Ah non, clairement pas. Et tous FTX, les Français étaient chez FTX. FTX, oui, FTX, c'est voilà, pareil, c'est se voiler la face. C'est aujourd'hui, on n'a pas avancé suffisamment vite. Et bon, on a eu du coup toutes ces plateformes qui se sont créées à côté. En plus, FTX, non seulement il était régulé aux Bahamas, mais en plus, FTX prônait plus de régulation, je dirais, aux États-Unis. FTX essayait de limiter le rôle de la DeFi le plus possible, parce qu'effectivement, il avait bien compris que c'était comme ça qu'il garderait la plus grosse part du gâteau. Donc faut faire très attention. La réglementation, c'est pas pareil, c'est pas blanc ou noir, quoi. Il y a des gens qui vont l'utiliser pour essayer de faire grossir les recettes de l'État, ce qui me paraît fair game, et il y a des gens qui vont l'utiliser pour essayer de tout bloquer, ce qui me paraît pas très fair, par contre. J'ai pas de problème à soutenir les premiers, parce que, après tout, ils vont augmenter les recettes de l'État. Moi, au final, si ça me permet d'en profiter en tant qu'entrepreneur, pourquoi pas. Les gens qui vont utiliser la réglementation pour dire je vais tuer mes concurrents, c'est plus embêtant. Ouais, ça me plaît moins. Je sais pas pourquoi. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à force de réglementer en France, Binance a arrêté ses produits à effet de levier parce qu'il voulait son agrément en France. Ça, à la limite, c'est pas plus mal. Mais bon. Non, mais pas de souci. Qu'on en pense du bien ou du mal, c'est pas le problème. Mais du coup, les Français sont partis se faire arnaquer chez FTX. Ouais, il y a eu oui, voilà. Après, je pense que c'est dommage. Voilà, c'est facile de dire ça rétrospectivement, mais c'est dommage que ça ait été la conséquence. Je pense qu'ils auraient dû plutôt, en tout cas, le grand public aurait plutôt dû se dire, mais si on fait ça, c'est peut-être que ces produits ont un danger particulier par rapport aux autres produits, et réfléchir peut-être un peu plus. Alors, je le fais à l'inverse. Prends un entrepreneur de qualité qui fait des choses propres et qui se soucie vraiment de ses clients. Il se met aux Bahamas, parce que c'est pas parce que t'es aux Bahamas que t'es un escroc de base. Non, c'est clair. Non. Et qu'est-ce qui se passe? Il sait qu'il aura des difficultés à toucher le public français. Mais après, voilà, tu connais les règles quand tu commences et puis tu joues avec, quoi. Le mec qui veut prendre des risques, il prend ses risques et puis après il voit, quoi. Donc pour toi, c'est jouable cette réglementation dans l'Union européenne. Ça a une vraie efficacité. De toute façon, on a une vocation. On réglemente toujours beaucoup. Donc oui, je pense que c'est jouable. Je pense qu'après, est-ce que c'est préférable aujourd'hui? Est-ce qu'on avance assez vite? J'aurais envie de dire, on devrait peut-être avoir plus d'expériences qui permettent de créer des sandbox, des régimes spéciaux, mais avec un temps limité pour étudier en fait les conséquences de tel ou tel truc. On aurait sûrement besoin d'avancer sur des produits comme ça plus rapides pour éviter de perdre des gens. Bon, après, pour le reste, je dirais, c'est government gonna government, donc ils font des lois, quoi. Bon, un peu comme les ingés, ils font du code, c'est pareil, au final, on fait ce qu'on aime faire, tu vois. Non, voilà. Donc toi, ça t'inquiète pas, tu vois pas un étouffement en tout cas du secteur en France? Je vois pas un étouffement du secteur. Après, avec les gens qui préfèrent partir pour entreprendre. S'il y a des gens qui préfèrent, comme je te dis, s'il y a des gens qui préfèrent partir parce qu'ils considèrent qu'à court terme, ils peuvent bosser tout seuls avec une team comme ça, qui vont monter à gauche à droite et que ils ont une bonne conscience des avantages, je veux dire, qu'ils pourraient avoir en France et qu'au final ils se disent, j'ai pas besoin de ces avantages, je vais ailleurs. Non, ça me choque pas. Tout le monde est libre d'aller où il veut, quoi. Et toi alors, tes projets? Comment ça se passe? Parce que j'ai vu notamment dans ton LinkedIn métavers, je sais plus quoi. Sur LinkedIn, je suis Metaverse Finder. Alors pourquoi? Parce que c'est un hommage à notre. Alors non, pas spécialement. Non, c'était un hommage à notre grande élue Valérie Pécresse qui était perdue dans le métavers. Donc du coup, je me suis dit, mais quel est le service dont on a le plus besoin dans le métavers? C'est de se retrouver. Voilà. Comme perdu.com était quand même le service dont on avait le plus besoin sur Internet. Pour perdu.com, pour ceux qui connaissent pas perdu.com, je sais pas s'il existe encore, mais s'il existe encore, allez-y, c'est le service indispensable sur Internet. Voilà. C'est un petit point qui est marqué, vous êtes d'ici? C'est ça. Voilà, donc pareil, donc je suis Metaverse Finder. Non, parce qu'en fait, avec beaucoup de cofondateurs de Ledger, on a eu une idée derrière de créer un side projet qui s'appelle Le Centre, et sur lequel on réfléchit justement sur des interactions entre la création artistique
réelle et la création artistique virtualisée. Alors c'est pas directement du métavers, mais c'est plus de dire on va être capable de faire des expériences qui sont semi-physiques, semi-virtuelles. On va être capable par exemple de digitaliser des musées, on va être capable de digitaliser des choses et après de faire se réunir des gens autour de ça. Donc c'est un petit truc que je fais, sur lequel je participe pas beaucoup d'ailleurs, mais mes cofondateurs qui ne sont plus opérationnels participent beaucoup plus que moi à ce genre de projet, ce qui peut paraître normal. Mais voilà, c'est pas un projet professionnel en soi, je dirais. Pour moi, c'est quelque chose de rigolo sur lequel je participe avec la team qui elle est dessus de manière beaucoup plus sérieuse. Et qu'est-ce que t'en penses du coup de toutes ces histoires de métavers? Est-ce que la crypto, la propriété est la vraie innovation du métavers, ou alors est-ce que le métavers c'est vraiment Internet en 3D avec des lunettes? Pour moi, non, mais c'est surtout pas de la 3D. Alors clairement, la propriété, c'est vraiment l'innovation majeure. Enfin, surtout la propriété sans tiers de confiance. Je dirais, c'est vraiment ça l'innovation majeure, et de se dire qu'on peut posséder enfin nos données, et qu'on n'a plus besoin de dire, on va demander la permission à Facebook de récupérer ces données qu'on lui a données et qu'il a exploitées. Donc ça pour moi, c'est vraiment la promesse de la crypto. Après, le métavers, c'est un truc très général. Enfin, moi je dis aujourd'hui, un métavers, à partir du moment où on a plusieurs personnes qui discutent ensemble sans se voir, c'est un métavers. Donc IRC, c'est un métavers, un forum, c'est un métavers. Enfin bon, ça date depuis un certain temps. Là, avec les crypto-monnaies, on apporte une brique supplémentaire où, effectivement, tout le monde peut posséder ses données, et en plus, on peut s'échanger de la valeur sans demander de permission à personne. Donc ça recrée juste ce système de forum, de BBS, de tout ce qu'on pouvait avoir à l'époque, juste de manière beaucoup plus puissante. Voilà. Moi, c'est là-dessus que je vois tout ce qu'on pourrait définir en termes de métavers. C'est pas nécessairement des trucs où on se balade en 3D avec des lunettes, quoi. Après, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a de la tech plus sympa, justement, pour se balader aussi en 3D avec des lunettes quelque part. Mais c'est pas lié, en fait. C'est pas du tout lié à la crypto, quoi. Et qu'est-ce que tu penses dans un métavers, justement, d'avoir la capacité, tu prends un jeu vidéo, dans lequel tu possèdes tes actifs, dans le cadre du périmètre de l'entreprise, bien évidemment, parce que si l'entreprise coule, t'as plus rien. C'est compliqué. Mais dans ce cadre-là, en tout cas, avant, pour vendre des actifs en jeu vidéo, il fallait vendre son compte de façon illégale sur Le Bon Coin ou je sais pas quoi. Et là, tu peux vendre des petits bouts. Des items de ton jeu à quelqu'un sur une marketplace secondaire, extérieure au jeu même. Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui te parle, ou tu dis ce gadget Non, mais je pense que ça simplifie. Ça me parle dans le sens où je pense que ça simplifierait beaucoup l'expérience pour les développeurs de jeux. Je pense que si les développeurs de jeux d'un seul coup se disent plutôt que d'essayer de créer mon marché avec tous les problèmes que ça peut avoir, avec les problèmes de sécurité, les problèmes de créer, je dirais, de faire venir les gens dessus parce que ils sont dans le jeu mais ils n'ont pas forcément non plus l'habitude d'échanger des trucs, etc. Et qui se disent, on va sur OpenSea, par exemple, au hasard. Et OpenSea, au final, la plateforme, elle est déjà là pour gérer les échanges. En plus, ça expose des gens extérieurs au jeu qui peuvent arriver dans le jeu, etc. C'est tout bénef pour tout le monde. Ça fait moins d'efforts pour le créateur de jeu, ça lui permet de récupérer plus de valeur, ça lui permet de se concentrer sur, j'espère, ce qui fait le mieux, c'est-à-dire son jeu, plutôt que d'essayer de mettre de la crypto partout. Et puis, c'est bien. Donc j'espère que dans un futur, on aura plus de gens, justement, qui réfléchissent à des toolkits qui permettent à des gens qui font du jeu depuis toujours de s'intégrer au blockchain et de voir comment on peut avoir des choses qui sont un petit peu plus juste qui parlent à tout le monde. Mais là-dessus, effectivement, il y a beaucoup d'expériences, il y a beaucoup de choses à faire pour changer l'expérience utilisateur de possession d'un wallet. Et typiquement, la transition de comment ça se passera entre le jeu et un OpenSea. Parce qu'il y a un environnement qui est complètement fermé, complètement propriétaire, un environnement qui est complètement ouvert. Donc comment est-ce qu'on fait le mix, en fait ? Ça, c'est pas un problème qui est facilement résolu. Moi, j'ai des réponses techniques à apporter, mais après, c'est des réponses techniques. Je suis pas un grand designer du X. Je vois ce qui peut servir à simplifier l'UX, typiquement pour la création de wallets, etc. Enfin, c'est les choses sur lesquelles je bosse pas mal. Du walletless avec des sites ? Du walletless. Ouais, c'est-à-dire que t'as un login mot de passe et ta clé privée, elle est gérée par des smart contracts, en gros. Des choses de ce type-là, mais qui restent le plus décentralisé possible et qui évitent derrière de passer par un tiers qui va faire de l'OAuth, etc. pour vérifier le mail, parce que sinon c'est mort. Mais voilà. Tu peux avoir un bouton, j'ai oublié mon mot de passe, parce qu'en fait, c'est le smart contract qui le renvoie à ton email. On peut imaginer des choses, on peut imaginer, je dirais, des expériences qui sont assez proches du Web 2 dans ces choses-là. Moi, aujourd'hui, le truc que je regarde pour dévier sur le sujet de l'expérience utilisateur, mais
mais moi ce que je regarde justement le plus et qui me parle le plus, c'est tout ce qui est dévié, tout ce qui est dérivé de Fido. Je sais plus, j'en ai parlé la dernière fois, Fido 2, WebAuthn. Fido, c'est une spec qui date de 2012 à peu près, donc ça remonte déjà, qui a été fondée par Google et par Yubico, et l'idée initiale de Fido, c'était de dire le mot de passe c'est nul, et on va réussir à se débarrasser des mots de passe. Et pour ça, ils ont imaginé en fait une solution cryptographique, comme c'est bizarre, qui consiste à faire des challenges à partir d'un site. Donc aujourd'hui, ce device permet de créer une paire de clés, donc c'est une paire de clés sur une courbe elliptique qui est assez proche de la courbe elliptique qu'on aime tous, mais qui est sa voisine en fait. Et à chaque fois qu'on veut se connecter sur un site web, donc au lieu de faire un second facteur bête et méchant avec un secret, en fait on fait un second facteur en répondant à une question cryptographique. C'est-à-dire le site web envoie un challenge, on renvoie une signature, le site web a la clé publique associée à un utilisateur, il va vérifier ça et il va être sûr que... C'est-à-dire concrètement, je me connecte, je fais quoi? Il me pose concrètement, une question, tu te connectes, quelle était ta maîtresse au primaire? Non, justement, pas du tout. Tu te connectes, il te dit, tiens, identifie-toi avec ta clé de sécurité, donc la security key, tu prends ta security key, tu l'insères dans le port USB, tu la tapes sur le... La ledger, quoi. Security key. C'est un standard. Mais c'est une ledger, quoi, je veux dire. C'est en gros, ou un trésor, ou un machin comme ça. C'est beaucoup plus simple. C'est un device. Un truc physique. Voilà, c'est ça. Donc, mais ça, c'était le début. Donc, à l'origine, c'était ça. Donc, tu arrives avec ton device physique, etc. Tu le connectes, machin, en USB, en BLE, en NFC, en ce que tu veux, et ça fait ta connexion. Bon. Il se trouve que ce truc a été de plus en plus virtualisé et qu'aujourd'hui, on le supporte dans les téléphones. Donc, tu prends les dernières versions d'iOS, d'Android, elles savent faire ça de manière native dans leur téléphone, et en plus, avec le Secure Element qui est déjà dans le téléphone. Donc, c'est-à-dire, tu as une très bonne sécurité en ce qui concerne l'authentification, t'as pas de sécurité, t'as pas de résistance au malware, mais bon, ça, c'est pas, on en parlera plus tard, mais c'est pas vraiment un problème pour ça. Et t'es capable de dire, tiens, voilà, pouf, d'un seul coup, j'ai une authentification cryptographique et j'ai plus du tout besoin de mot de passe. Le mot de passe disparaît en fait avec ça. Si je perds mon téléphone, ça se passe comment? Si tu perds ton téléphone, c'est dommage. Non mais bon. Alors ça c'était au début, où c'était dommage. Après la spec a évolué et dernièrement il y a une notion il y a eu un nouveau concept qui est arrivé qui s'appelle passkey, qui permet en fait de sauvegarder. Alors, mais là le problème du coup c'est qu'on rajoute du risque. Après toujours faut choisir. Qui permet donc de sauvegarder ce secret dans son compte Google Cloud ou dans son compte Apple Cloud. Voilà. Donc au final, du coup, on a un mot de passe pour les maîtriser tous, toujours, mais cette fois-ci, c'est le mot de passe de son compte mail ou de son compte cloud, et en tout cas, derrière, on a un secret par site qui est associé au site. Du coup, on peut pas tracer les utilisateurs. Si le site se fait pawn, au final, il n'y a pas de secret qui fuite, puisque la seule donnée secrète la seule donnée qu'a le site, c'est une clé publique, donc faire fuiter une clé publique, ça n'a pas d'importance avant qu'on ait des ordinateurs quantiques, bref. Mais bon, du coup, c'est super. Et ça résout vraiment un énorme problème du X dans le monde Web 2. Alors, ce que je verrai bien plus tard, c'est justement des solutions qui permettent de créer des wallets en utilisant le meilleur du monde Web 2, tout en restant complètement décentralisé et complètement au final dans les philosophies blockchain. Et ça, du coup, ça permettrait d'avoir une expérience comme avant, et de pas s'emmerder avec ces 24 mots. En tout cas, si tu t'emmerdes avec tes 24 mots, c'est pour le cas précis où tu as perdu ton téléphone. Voilà, tu as perdu ton téléphone et tu ne veux pas faire de backup. Mais tout de suite, ça change beaucoup. Et en imaginant encore plus que derrière cette logique, tu as un smart contract. Au final, ton compte est un smart contract. C'est-à-dire ton compte n'est plus lié à une clé. Ton compte est directement lié à un contrat. Vu que ce contrat peut avoir de l'intelligence, tu peux dire que ces 24 mots, au lieu de représenter, si tu veux, une autorisation de faire une transaction, ça pourrait représenter une autorisation de rajouter quelque chose qui aura l'autorisation de faire une transaction sur le smart contract. Donc tu te places en fait à un cran de décalage, et la grosse différence par rapport à la solution d'avant, c'est que si jamais un scammer te demande tes 24 mots, tu lui donnes tes 24 mots, mais au lieu de pouvoir insérer tout de suite un nouvel élément d'identification à ton contrat, tu dis, vu que c'est un contrat, tu peux le dire, je t'autorise à faire ça dans un jour par exemple. Et si tu fais ça, t'as un jour en fait pour dire, ah tiens, il y a un scammer qui a récupéré mes 24 mots, moi je peux annuler, pouf. Voilà, donc il y a plein de façons en fait de rendre l'expérience utilisateur plus sympa, en même temps moins si tu veux moins facile à attaquer pour des pirates qui vont profiter de toutes les conneries, je veux dire, que les utilisateurs peuvent penser. Et puis c'est le genre de truc sur lequel je travaille en ce moment typiquement. D'accord, c'est ce qu'on va commencer, c'est ce qu'on va essayer de sortir, ça d'ailleurs, voilà. C'est un projet qui s'appelle Fresh. C'est un nom de code, je dis ça pour le marketing qui va m'écouter. Parce qu'en fait elle parle pas français, mais c'est pas grave. Donc, mais voilà, donc c'est un nom de code.
D'accord. Mais Et c'est ça, ambassade sonore. et ben on en a souvent parlé avec Guillaume et avec des invités. C'est toute cette intégration en fait du Secure Element dans les objets du quotidien en fait. Voilà. Pour éviter de se trimballer avec son machin spécifique. Donc ça, on y arrive. Alors, on n'est pas encore, je dirais, comme un Ledger, parce qu'un Ledger, en plus d'un Secure Element, c'est aussi de la résistance au malware. Donc bon, au final, la résistance au malware, c'est sympa, parce que si tu peux signer n'importe quoi de manière sécurisée, bah c'est bien, mais t'as quand même signé n'importe quoi. Voilà. Là, je vais pas revenir trop longtemps, parce que pour ça, pour faire de la publicité, voilà, les gens qui sont intéressés pourront réécouter mon ancienne interview. Mais donc ouais, donc c'est bien, mais c'est pas assez. Et donc on a toujours besoin d'avoir un ledger sur soi. Mais du coup, c'est le sens inverse du Stax, ça, de dire on va intégrer dans les objets du quotidien, parce que Stax, c'est un objet supplémentaire. Ah oui, mais c'est une autre approche. Comment ça se marie? Les deux vont avancer en parallèle. Je dirais Stax, pour moi, ça reprend notre ligne classique d'objets supplémentaires et ça rajoute un plus grand écran pour rendre du coup la vérification plus simple. Pour moi, c'est ça Stax. Stax, c'est la ligne, je dirais, on a deux lignes. Enfin, on peut considérer qu'on a deux lignes chez nous. On a la ligne tout intégrée qui n'existe pas encore, mais bon, sur laquelle on réfléchit de manière assez forte. Et on a la ligne, on a le device qui va accompagner l'objet plus gros, donc le téléphone, etc., etc. Bah, Stax, ça représente la dernière évolution de cette ligne-là. Voilà. Et c'est quoi la complémentarité entre les deux? C'est quoi le principe pourquoi je dois avoir un Stax plus un téléphone sécurisé Ledger ou je sais pas quoi, enfin Fresh quoi. Ah non, mais alors c'est des approches là on est vraiment sur des approches d'UX en fait. Fresh, c'est des explorations de concepts d'UX en disant je n'ai plus besoin d'avoir systématiquement mon hardware wallet. C'est-à-dire en fait, j'utilise mon hardware wallet soit pour faire des transactions qui sont hors de ma politique de quota. Donc en gros, la logique de Fresh, c'est de dire on va déléguer la sécurité entre la partie on-chain et la partie sur le hardware wallet. Donc avant Fresh, le hardware wallet servait à confirmer toutes ces transactions. Après Fresh, le hardware wallet sert à gérer sa politique de sécurité, donc dire je suis prêt à dépenser tant d'Ether par jour, etc. Voilà. Il faut 2 jours avant de pouvoir... Donc le hardware wallet sert à confirmer ça, et ensuite le hardware wallet sert à outrepasser cette politique de sécurité si on a envie. Donc si d'un seul coup on allait pour acheter une baguette et puis on a croisé une voiture et puis on se dit ah tiens finalement elle est bien cette voiture, je vais l'acheter. Bon, c'est un exemple qui arrive tous les jours. Là on prend son hardware wallet et on est capable de bypasser sa politique de sécurité spécifiquement pour cette TX. Donc c'est vraiment Fresh, il faut le voir comme une expérience d'UX mais qui nécessite toujours d'avoir les deux objets. Après l'expérience... C'est une L2 Fresh. Oui, concrètement, ça sera peut-être même une L3, parce que bon, voilà, dans les représentations qu'on veut lui donner. Derrière, si on dit qu'on a la capacité de, parce que alors, bon, je continue dans les délires autour de Fresh. Si on veut donner à Fresh la capacité, au final, de faire de l'introspection sur une transaction, parce que si on veut dire, on doit pas dépenser de l'introspection. Sur une transaction. En fait, on est capable de comprendre ce que va faire une transaction avant de l'exécuter. Ah oui. Si par exemple on veut dire tiens on se limite à 0,1 Ether par jour, bref, derrière on envoie une transaction, on a besoin en fait de savoir si cette transaction va faire. Donc on peut simuler la transaction, mais ensuite une fois qu'on a simulé la transaction, maintenant qu'on a un smart contract, le smart contract peut dire ok, je vérifie que la transaction que je vais exécuter ne va pas dépenser plus de trucs que ça et je suis d'accord. Donc ça, il y a plusieurs façons de le faire. La façon, je dirais, bête et méchante de le faire, qui est la première façon qu'on va utiliser, c'est d'avoir un composant offline, off-chain, du type un serveur qui va tourner chez soi, qui va simuler la transaction, et qui va dire, ok, je vois que cette transaction respecte ma politique de sécurité, donc je signe. Derrière, le smart contract vérifie la signature, il est content, il fait son truc. Bon. Si on se place dans un futur où on sera capable d'avoir des preuves arbitraires de n'importe quoi, au final, on peut simuler la transaction, on peut faire une preuve que la transaction a été simulée, et que le résultat de la transaction c'est bien ça, et derrière le contrat, avant d'exécuter sa transaction, pourra dire je préjoue ma transaction, je suis capable de vérifier son résultat et ça me coûte moins cher que si j'avais tout fait, donc je suis content, donc j'exécute. Bon, on n'en est pas là du tout, je pense que... C'est pour ça que je disais que Fresh pourrait être une L3, parce que quelque part vérifier au final ce que va faire une transaction avant de l'exécuter, quelque part c'est un L3. Bon, bref. Et ça veut dire là je suis parti très très loin, je suis désolé pour tous ceux qui vont écouter ça et qui vont être un peu tristes. Mais ça veut dire qu'un Stax ou l'outil de gestion de la politique de sécurité, il est fait pour être à la maison enterré quelque part, quoi. Ou encore une fois, si tu penses que tu vas croiser une voiture quand tu as envie de... Si tu penses qu'un jour tu vas avoir envie de bypasser ta politique de sécurité, c'est toujours bien de l'avoir sur toi. Ça dépend vraiment de ton utilisation. Mais c'est juste que ça sera moins nécessaire, en tout cas qu'avant, de l'avoir sur soi pour ces cas-là.
Et Stax, donc pour moi, on continue la ligne de produits qu'on va rajouter, indépendants qu'on rajoute à un produit plus gros, avec son avantage principal qui est l'écran. Voilà. Donc Stax, comme de toute façon, tout ce qu'on va faire aujourd'hui dans les évolutions de notre consommation de crypto, on va avoir des choses de plus en plus complexes à faire. Je veux dire, on va avoir de la multisig sur Bitcoin, on va avoir des contrats sur Bitcoin, on va avoir envie de vérifier ce que font nos contrats sur Ethereum, on va avoir les politiques de sécurité de Fresh dont je parlais. Bah, tout ça, en fait, ça a besoin d'un plus grand écran. Ouais, sinon c'est un peu galère avec deux sinon boutons. C'est sinon c'est une galère. Accessoirement, voilà, pour afficher des photos de singes, on a aussi besoin d'un plus grand écran. Donc c'est vrai que pour ceux qui aiment ça, ils peuvent aussi s'en servir pour ça. Et justement, il y a une question que je me posais, c'est que Ledger, on est obligé de l'initialiser et d'installer avec Ledger Live. Pourquoi ne pas avoir une option qui fait qu'un Ledger, c'est quelque chose de vraiment autonome et déconnecté de tout, qui puisse être utilisé indépendamment de tout lien avec un tiers, quoi. Ouais, bah c'est un choix. En fait, c'est un choix qu'on a fait parce qu'il se trouve que tu peux l'installer sans Ledger Live. J'ai envie de dire, c'est juste plus simple de l'installer avec Ledger Live. Comment tu fais sans Ledger Live ? Ah bah tu peux t'amuser, envoyer des trucs en ligne de commande qui vont dire tiens, je vais parler au serveur de Ledger, je vais aller installer mes apps, etc., etc. Tu peux même compiler tes apps toi-même et les installer à la main. Il se trouve que le seul truc où c'est indispensable aujourd'hui de passer par un serveur de Ledger, mais c'est parce que le design, je l'ai construit comme ça, c'est pour mettre à jour son firmware. Pour mettre à jour son firmware, tu dois passer par un serveur de Ledger. Alors, pourquoi ? Parce que dans le design, pareil, c'était un design qui avait quand même été fait de manière un petit peu, je dirais, inspiré des designs carte à puce classiques. L'idée, c'était de dire qu'on est capable de vérifier l'intégrité du device au moment où on fait cette opération. C'est-à-dire qu'en fait, on a une sécurité mutuelle, on a une vérification de sécurité mutuelle qui est faite entre le serveur vérifie la santé du device, le device vérifie qu'il parle bien au bon serveur. Après, on peut installer le firmware. Pour éviter par rapport à ça, alors, c'est plus, il y a du pour, il y a du contre. Je dirais le pour qui est quand même assez important, c'est que déjà, on est capable de vérifier du coup qu'on parle à un vrai device, donc c'est bien, parce que du coup, l'utilisateur derrière a la garantie que s'il arrive à installer son firmware, c'est que son device, c'est pas un machin qui a été bricolé. Ça, c'est déjà pas mal. L'autre pour qui est aussi très important là-dessus, c'est que si un jour, quelqu'un trouve une vulnérabilité sur un firmware et qu'on a envie de mettre à jour, en fait, on peut décider du jour au lendemain que ce firmware n'existe plus. C'est-à-dire, on le coupe, et plus personne n'est capable de l'installer, et du coup, on n'est plus capable de revenir sur la vulne. J'ai pu voir qu'avec d'autres constructeurs qui n'ont pas cette technique, par exemple Trezor, si on détecte une vulnérabilité grave dans un firmware et qu'on peut toujours faire du rollback, au final, on a une vulnérabilité à vie. Enfin, ou en tout cas, autant qu'ils ne changent pas de format pour charger leur firmware. Donc du coup, ça apporte ça. L'aspect négatif de ça, évidemment, c'est qu'il faut être live à un moment. Enfin, il faut être connecté à notre serveur à un moment. Bon. Et si jamais Ledger a été corrompu par un vampire... ce qui est très compliqué, c'est compliqué, je dirais, techniquement et opérationnellement. C'est compliqué techniquement parce qu'il y a beaucoup de process qui sont automatisés, je dirais, au niveau du chargement du firmware. Et c'est compliqué opérationnellement parce que quand on veut faire ce genre de validation, quand on veut pousser un nouveau firmware, en fait, ça va impliquer beaucoup de monde qui ne sont pas connectés et des étapes différentes, je dirais, qui ne sont pas connectées non plus. Mais il y a un compromis, en fait, entre faire quand même confiance à un tiers à un moment... De toute façon, à tout moment, tu fais confiance à un tiers si tu achètes un hardware que tu n'as pas construit toi-même. J'ai envie de dire, si tu as envie de... Et puis, on peut aller encore plus loin que ça après. On peut dire, bon, déjà, si tu le construis toi-même, tu limites après... tu limites des attaques. Si tu es encore plus parano que ça, tu peux dire, je vais construire mon chip moi-même. Là, ça devient beaucoup plus compliqué, parce que, à moins d'être capable de commander le silicium, ça devient très compliqué. Mais bon... Mais après, si par exemple tu prends un produit comme SeedSigner aujourd'hui, tu peux dire tiens, je fais pas confiance au hardware wallet je dirais fabriqué, j'ai envie de me commander un SeedSigner. Bon, tu te commandes ton SeedSigner et puis derrière tu vois que t'as d'autres problèmes en fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas, par exemple, garantir aujourd'hui sur un produit que tu fabriqueras toi-même, tu ne peux pas garantir de résistance aux attaques physiques. Donc là-dessus, on va dire, si tu as aux ultraviolets, là, je sais pas quoi. Au glitch, aux variations de tension, etc. Donc tu vas dire, oui, mais non, mais ça, c'est pas un problème, parce que moi, de toute façon, mon firm, je le charge toujours, mon firm, en gros, je le mets sur une micro SD, et quand j'ai pas mon SeedSigner sur moi, je l'enlève, et de toute façon, comme ça, le SeedSigner, il fait que ce que je lui demande de faire, tu vois. Donc, le problème est résolu comme ça, mais... Bon, en imaginant quand même qu'à un moment, tu as quelque chose qui bootstrap ton code dans le SeedSigner, tu peux te dire qu'un attaquant qui a envie précisément de te cibler toi, il va changer ce module-là et que même enlever ta carte, en fait, ça servira à rien.
Parce que de toute façon, l'attaquant il sera capable derrière de voir que tu essayes de reflasher, de faire les modifs qui vont bien pour te faire un canal de sortie de tes clés, et au final te faire un canal de sortie de tes clés, c'est très simple. Je veux dire, il suffit d'envoyer un nonce pourri dans ta signature qui va répondre à une certaine condition, etc., etc. Et à partir de là, un attaquant on-chain peut juste regarder tes transactions, voir que tes transactions correspondent à ce qu'il attendait, retrouver ta clé privée justement en utilisant ça, et voilà, il t'a volé. Donc t'as toujours, tu vois, t'as toujours des compromis. Moi, quand j'ai voulu, je veux dire, quand j'ai créé Ledger, je me suis dit, le compromis qu'on a, c'est de dire les cartes à puce, c'est cool, ça marche. Je veux dire, ça fait 40 ans que ça existe, etc. On sait comment ça fonctionne. Le problème, c'est pas que ça marche pas, le problème, c'est que c'est fermé. Donc le principal problème à résoudre, c'est d'ouvrir la carte à puce. C'est pas de dire que derrière, on va réinventer la carte à puce. Ça, c'est bon, non. Ça, c'est un problème résolu, ça marche. Voilà. La carte à puce, elle fait son taf, elle résiste aux attaques physiques, elle est là pour ça. Son seul problème, c'est qu'elle n'était pas utilisable par tout le monde. Donc toi, pour toi, si je perds ma Ledger dans la rue et qu'un vilain pas beau très compétent arrive, physiquement, il a beau la secouer dans tous les sens, il n'en sortira rien. T'auras toujours assez de temps pour toi transférer tes assets justement avec tes 24 mots. Aujourd'hui, tu as encore besoin des 24 mots. Donc aujourd'hui, tu auras toujours assez de temps pour prendre tes assets. De toute façon, la sécurité... Combien de temps ? Ah non, mais enfin... Quand on pense à quelqu'un qui serait vraiment un attaquant ultra sophistiqué, là je te parle d'un labo qui a déjà fait des études sur ce truc-là, et je pense que ça lui prendrait plusieurs semaines en partant du principe qu'il pète pas le device. C'est-à-dire que c'est très facile en fait quand tu fais ce type d'attaque de flinguer le device. Donc c'est... Ouais, je pense qu'un labo qui est expert dans ces choses-là, ça lui prend plusieurs semaines. Alors voilà, enfin je veux dire, nous, derrière il y a pas de... Nous ce qu'on veut c'est pas résister à vie à un attaquant, ça c'est impossible. Mais non, il y a rien qui peut résister à vie à un attaquant. Oui, non. Ouais, il y a pas... non, c'est juste pas possible en fait. C'est toujours une fonction du temps que tu veux passer et de l'argent que tu veux dépenser. Je veux dire, si t'es prêt à passer un temps infini, à dépenser un argent infini, tu vas toujours réussir à faire des trucs. Le concept de la crypto, c'est que si t'as pas les 24 mots, t'auras pas le... si t'as du temps et de l'argent infini, tu peux t'amuser à essayer de trouver plus que les atomes de l'univers. Mais bon, voilà, c'est juste que l'infini, c'est très long. Ouais, non, mais quelques semaines, c'est pas infini. Oui, non, mais là, je parle d'un produit physique. Là, t'es pas évidemment contraint. Un produit physique, ça casse toujours à un moment ou à un autre. Ouais, t'as pas de... Là, tes contraintes sont un peu plus concrètes que des contraintes mathématiques, quoi. Donc faut pas perdre son ledger, quand même. Ah non, mais comme je te dis, tu peux le perdre. Si tu sais que tu l'as pas perdu dans un labo spécialisé et que tu sais que tu peux bouger tes assets en moins de quelques semaines, ce qui correspond quand même, je pense, au cas d'utilisation de tous nos utilisateurs, t'es tranquille. Voilà. Bon, pour référence, un ledger, un trésor, c'est un trésor pour le péter pour quelqu'un qui est pas trop spécialisé. Je vais dire que c'est une quinzaine de minutes. Et quand je dis une quinzaine de minutes, toi, je te donne un trésor en 15 minutes, tu veux faire la peau. Moi, le hardware, je le visualise bien, je le construis très très mal. Donc moi, non. Mais tu prends quelqu'un, je veux dire, et quand je dis le niveau de sophistication qu'il faut pour ça, c'est tu prends ton réparateur de téléphone en bas de la rue qui a lu quelques posts, lui, il te le pète, je pense, en 1 à 5 minutes. Ah ouais ? Oui. Ah, c'est ouf ça. Ah oui, mais ça a été très bien documenté. En fait, le truc, c'est que moi, sur internet, à chaque fois, je fais de la pub pour Ledger, entre guillemets, en disant prenez votre Ledger et tout, parce que on a rencontré Charles Guillemet, je te connais toi, je connais un peu la bande de dégénérés là, qui s'occupe de faire tout ça, et j'ai dit, les mecs, ils sont dans l'espace là, moi. Allez, ok, vous avez ma confiance. Mais, et il y en a beaucoup qui disent, mais si jamais Ledger passe du côté obscur de la force, et ben ils peuvent tracer ton IP, machin, voilà. Donc, va plutôt sur des machins tout dégueulasse là que tu construis toi-même avec des clips non, mais là le machin que tu construis toi-même, c'est même pas 5 minutes, hein. Le machin que tu construis toi-même, c'est tu le branches, tu fous ton JTAG dessus et là tu le pètes tout de suite. Mais encore une fois, ça dépend de ton utilisation. Si derrière, comme je te dis, tu vires ta clé, etc., et que tu dis je boot mon code uniquement quand je suis chez moi, etc., sur le truc, mais ça va être plus compliqué pour l'attaquant de modifier, je veux dire, la partie qui boot et qui exécute le code de ce chip-là, que juste de te corrompre le firmware. Tu vois, enfin, t'as toujours des degrés de complexité. Mais c'est pas fait pour résister à des attaques physiques. T'as aucun chip, je veux dire, grand public, qui n'est fait pour résister à des attaques physiques. Aucun. Donc après, ils vont péter de façon différente, plus ou moins violente, mais et pourquoi alors Ledger, il faut plusieurs semaines dans un labo enterré au 6e sous-sol parce que une ville russe. Voilà, parce que typiquement, tous les mecs, c'était vraiment les cartes à puce ont été inventées pour ça, en fait. Le gars qui a inventé la carte à puce, il a dit, ok, je veux résister aux attaques physiques. Moreno. C'était vraiment, alors Moreno, Bull, enfin, il y a eu plusieurs personnes qui y ont pensé en même temps. Après, il se trouve qu'il y en a un qui a posé le brevet plus vite, mais bon, c'est arrivé, voilà, okay. Ça arrive souvent, ce genre de choses.
Donc, une carte à puce, c'est fait pour vraiment résister aux attaques physiques, ce qui était une propriété que n'avait aucun chip avant. C'est pour ça que ça a été fait comme ça. Donc derrière, tout est designé pour ça. Donc t'as des pièges, t'as des choses t'as des bus déjà qui sont chiffrés, donc tout est chiffré dans une carte à puce quand elle s'exécute. T'as des pièges qui sont d'un certain niveau de subtilité, au sens où tu vas avoir des pièges que tu peux matérialiser si tu veux physiquement, comme par exemple des espèces de grosses grilles, ou si t'essayes de couper une grille, si t'essayes de couper un pont de la grille, pouf, c'est détecté et ça flingue les secrets qui sont dans la carte. T'as des pièges où si t'essayes d'éclairer la carte, par exemple, la carte va voir qu'elle est éclairée par un laser, parce qu'il y a des composants qui vont détecter qu'ils sont éclairés par un laser et qui vont, pareil, flinguer tous les secrets, donc c'est tout le design en fait interne du circuit est fait pour résister à une attaque physique. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas que une carte à puce, il y a aussi tout un tas de pièges, comme tu dis, le truc est miné quoi. Dès ça. Et ça, si ça marche un peu trop fort. C'est ça. Et ça marche parce que le design du truc est tout petit, parce que t'as pas beaucoup de mémoire, parce que t'as un petit CPU, etc. Donc tout est vraiment dimensionné pour faire ça. Parce que tu sais, c'est la grosse question du au final, pourquoi tu construis pas ton avion dans la même matière que ta boîte noire ? Parce que c'est compliqué, hein, voilà. Et là pourquoi c'est pareil en fait. Non, mais ce que je veux dire, et d'ailleurs, c'est une vraie question. Si tu voulais faire un CPU, de génération moderne, si tu voulais faire ton dernier, je sais pas, ton dernier chip ARM, pareil, à 8 cœurs de dernière génération qui est protégé comme une carte à puce, c'est juste pas possible en fait. Enfin, tu tournes trop vite, t'as trop de points sur le circuit où tu pourrais te brancher, c'est juste physiquement ça marche pas en fait. D'accord. Ouais, donc la carte à puce c'est vraiment le truc qui est petit, c'est aussi pour ça qu'on va souvent se plaindre que sur Ledger on n'a pas beaucoup de mémoire, oui mais si on veut avoir un circuit mémoire qui est au plus proche du CPU chiffré etc en fait on peut pas en mettre un plus gros, parce que si on en met un plus gros après on rajoute on augmente la surface d'attaque. T'augmentes la surface d'attaque, t'augmentes les possibilités de te brancher dessus et ça annule en fait tout ce qu'on pourrait faire derrière. Donc le plus gros risque pour les utilisateurs de Ledger c'est une nationalisation ou une réglementation qui dit alors maintenant vous nous tracez tous les clients. Mais même je vois pas du tout une réglementation faire ça, parce qu'au final, en plus, une Ledger, tu sais, moi je dis, si un jour on a une réglementation qui arrive comme ça, une Ledger c'est un ordinateur, hein, on fait pas de crypto, donc quand tu reçois ta Ledger, elle a pas d'app. Hein. Ouais, une fois que tu les as mises. Oui, non, mais une fois que tu les as mises, mais après, on pourrait dire, tiens, on enlève l'app Ethereum de notre catalogue, au final, tu dois la construire toi-même. Oh mince. C'est un peu chiant quand même. Ouais, tu sais, maintenant avec Docker, tu ferais ça en un clic. Je veux dire, nous on le ferait pas nous tout seul, tu vois, mais tu sais, la containerisation des systèmes, de la containerisation des Unix, la containerisation des différentes choses que tu veux lancer. Enfin, aujourd'hui, avant, je veux dire, tu disais à quelqu'un, faut installer Linux, faut faire machin, faut faire bidule, faut installer le compilateur, faire ça comme ça. Maintenant tout, mais ça c'est depuis je veux dire des années, tu peux tout mettre dans un container, tu résous ton problème en un clic et puis pouf, t'as plus de problème en fait. Donc je veux dire, nous on le ferait pas parce que forcément la réglementation elle dira vous avez pas le droit de faire ça, mais au final il y a plein de gens qui le feraient à côté. Donc non, je suis pas inquiet. Hein. Ouais, en gros, si jamais Ledger a été réglementé, il y aurait peut-être une fuite sur le passé, sur l'historique, mais en tout cas, il y aurait ça casserait le système, quoi. Ouais, on dirait juste, tiens, je me place, mais encore une fois, là, c'est vraiment de la science-fiction, aucune chance que ça arrive. Je me dis, tiens, nous, on a le droit de vendre des Ledger, on n'a plus le droit d'installer d'applications dessus. Voilà. Parce que on peut pas nous empêcher de vendre un ordinateur qui fait des calculs, ou alors sinon t'empêches aussi de vendre tous les PC, tous les téléphones, etc. C'est chiant. Pareil, hein, voilà. Et puis derrière, nous on n'a plus le droit d'installer les apps. Qu'est-ce qui se passe ? Il y aura des gens qui feront des sites externes pour installer les apps sur une Ledger, et puis comme ils font des sites externes aujourd'hui pour installer, je veux dire, les trucs qui sont hors App Store ou hors Google Store, t'as des mecs qui te vendent des trucs pour jailbreak ton iPhone et puis t'installer tes apps. Prends les exemples qui peuvent être le plus parlants là-dessus, c'est par exemple tous les trucs qui virent les pubs, sur les browsers qui virent les pubs. Aujourd'hui, ils veulent pas qu'ils soient dans les App Store. Il y a quand même des gens qui arrivent à les installer. Je veux dire, les gens, ils les prennent, ils les mettent à côté. T'as des tutoriels qui t'expliquent comment soit changer ton App Store, soit comment péter la sécurité de ton iPhone. Tu l'installes, ça marche. Ce serait pareil. Nicolas, merci beaucoup. C'est toujours riche. Écoute, merci à toi. J'espère que je serai pas malade, sinon je t'enverrai la facture de mon médecin. Ouais. Ça va, t'es en France. Ouais. Bon, ça va. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Écoute, merci à toi, et puis à bientôt du coup. Salut. Salut.